Charlie et Seven Mesh présentent Radio Bidon, une production du studio Balado La Flèche. Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à Radio Bidon. Une émission aujourd'hui consacrée à la compétition cycliste. Bon, ça fait 2 semaines à peu près que c'est commencé là, et on a l'impression que ça fait 2 mois tellement il s'est passé de choses déjà. Strade Bianche, Tour de Pologne, Challenge Mont Ventoux, Milan-San Remo, Île Lombardia, Critérium du Dauphiné, j'en oublie et j'en passe. On essaie de faire le tour aujourd'hui avec l'équipe. Emmanuel Moisan, bonjour. Salut David. Et Charles Ostigui. Salut Charles. Salut David. Salut Manu. Salut Charles. Bon, on va essayer de faire ça dans l'ordre des courses. Là, ça a recommencé là, donc, au début août, plus officiellement le fin juillet, il y a eu certains événements, tout ça. On va commencer par les hommes, puis après ça, on va passer rapidement aux femmes. Il y a eu moins d'événements et il y a eu une gagnante de tout. Fait que ça va aller assez rapidement quand même. Mais revenons avec Strade Bianche. Strade Bianche, course magnifique. Bon, évidemment, tout est fucké là, parce que Strade Bianche, normalement, c'est le printemps, puis il fait fret. Puis là, c'est beau, la Toscane, l'été, avis à tous ceux qui étaient censés y aller pour leurs vacances cet été. Il a l'air de faire chaud, en tout cas. Il y avait l'air, comme beaucoup de courses qui se passent pas au moment où ça se passe habituellement, là, où il fait effectivement très, très chaud. Rapporté par Wout van Aert, donc Strade Bianche. Qu'est-ce qu'on a raconté là-dessus? Vos impressions sur cette course-là? Comment ça s'est passé? Moi, un peu comme d'habitude, là, course d'attrition. Là. Vraiment. C'était surtout une course qui, pour ma part, j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'était la première de la saison. Les attentes étaient élevées. Meilleur setup pour être déçu. Et pourtant, ça a été une superbe course d'un bout à l'autre. Ça a brassé. Il y a eu de l'action. Toutes les équipes veulent se faire voir. Ouais. Le crunch, c'est maintenant. Il n'y a pas d'occasion, il n'y aura pas de deuxième occasion. Là. C'est vraiment une belle course. Ça s'installe vraiment dans le calendrier là, comme une espèce de 6e monument, ou en tout cas, on sent vraiment là, qu'il y a un prestige additionnel à cette course-là là, par rapport au classique normal, disons. Là. C'est drôle parce que c'est comme un classique instantané. Là. C'était une course là, d'amateur qui est devenue une course de pro puis qui presque automatiquement... Beaucoup à cause du décor, des routes, l'arrivée à Sienne là, en montée là, qui est spectaculaire. Là, c'est un classique instantané. Donc, Strade Bianche, remporté par Wout van Aert, qui était arrivé 2e déjà? Deuxième l'année dernière et 3e l'année précédente. Ouais, il avait crampé une fois, il était pas tombé sur le côté en montant. Wout van Aert, on va en reparler beaucoup là, parce qu'il est fort des jambes, incroyable. Il est partout, comme à peu près tous les membres de son équipe, Jumbo-Visma en ce moment. Ouais. C'est aussi, je pense que c'est un des sujets de l'heure. Oui, vraiment. Mais Van Aert, je me rappelle d'avoir émis des réserves, et pourtant c'est un coureur que j'adore, que je suis en cyclocross depuis des années. Quand il a fait son transfert de la route c'est-à-dire du cross vers la route, à se demander est-ce qu'il va être capable de tenir sur d'aussi longues distances avec un plateau aussi relevé. Je me suis fait mettre la face dedans à plus d'une reprise depuis 3 ans, depuis qu'il fait ça. Et là, particulièrement cette année. Ouais. Puis on rajoute à ça l'an dernier au Tour de France, blessure au contre-la-montre, blessure gravissime. Ah oui, il vient de loin là. Tout à fait. C'est un peu à la Mike Woods qui se fracture le fémur il y a 4-5 mois. Ouais. Puis qui revient dans une forme. Sur Paris-Nice. Ouais, exact. On dirait qu'il est touché de la magie de Van Der Poel l'an dernier, de Remco Evenepoel qui a un peu le même, qui avait un peu le même setup. Ouais. Malheureusement pour lui. Mais sinon, comme tu disais, course d'attrition, c'est un concours de watts dans une certaine mesure, mais c'est aussi beaucoup à qui va attaquer au bon endroit, qui va garder ce qu'il faut, puis qui va avoir le chien pour se rendre jusqu'au bout, parce que on parlait des crampes de Van Aert l'année passée dans la montée vers Sienne. Ouais. C'est pas exactement un doux Van Aert. Là. Il a vu neiger un peu, puis il est tombé sur le côté. Ouais. Le corps a flanché. C'est quand même un signe de... c'était spectaculaire. D'être allé jusqu'au bout de ses ressources, là. Cette arrivée-là, là, moi, je me tanne pas de la voir, la montée dans la vieille ville, là, les murs qui sont proches, l'espèce de petit virage, l'arrivée sur la place. Le replat juste dans ce virage-là. C'est extraordinaire, le final de cette Souvenez-vous quand Cancellara avait doublé je sais plus qui
dans le virage, dans la dernière courbe. Je me souviens plus c'était qui s'était fait passer comme ça parce que ça redevient plat juste avant d'arriver. Ouais. Et ça, c'était... en tout cas, on s'en rappellera une autre fois. Plein d'autres courses de seconde zone un peu aussi qui deviennent importantes cette année, comme la route d'Occitanie, dont on parle jamais normalement, mais où, là, tout d'un coup, vous avez un certain Egan Bernal qui se pointe et qui vient la gagner. Milano-Torino, parcours différent, remporté de belle façon par Arnaud Démarre, là, qui a fait un sprint où, quand on l'a vu arriver, on était plusieurs à se dire il est parti de bien trop loin. Et pourtant, il a réussi à tenir tout le monde à l'écart. Donc... Et ça va dans le sens de ce que Démarre est en train, ou est devenu peut-être dans les dernières années, moins un sprinteur pur. Je me retiens de dire ça parce que ça demeure un solide sprinteur, mais il est capable de partir d'un peu plus loin. Un dragster. Ouais, c'est pas de mauvaise appellation. Mais c'est peut-être ça son truc, là, finalement, pour être capable d'aller chercher des courses. De partir de loin. Partir de plus loin. Faire sauter tout le monde. Oui, exact. Puis désorganiser les trains des autres équipes parce qu'il est peut-être pas non plus équipé du meilleur train. Ouais, pourtant, là, ils ont fait un beau travail. On va leur donner, là, FDJ, là, ils ont fait du bon travail. Ils ont été là jusqu'à la fin. Ils ont déposé de membres, mais il est parti quand même d'assez loin et très fort. Une course dont, là, j'ai l'impression qu'on les passe, mais il y en a tellement. Ça fait 2 semaines là, que c'est commencé. OK, fait que tout ça, c'est sur 2 semaines. Le challenge dénivelé Mont Ventoux, c'est une course assez récente. C'est quoi? C'est la 3e année? Deuxième année. Ouais. Remportée par un certain Vlasov, qui a eu l'air... puis évidemment, bon, à chaque fois que c'est un Russe, moi, j'ai tout le temps des doutes, là, mais ça, c'est vraiment pas fondé sur des choses qui se sont passées autrefois avec des athlètes russes. Mais bon, une course assez tripante dans la mesure où, bon, ça finit avec la grimpe du Mont Ventoux au complet. C'est 12 km à 10%, c'est-à-dire après ça, Chalet-Renard, après ça, la mythique montée lunaire là, des 6 derniers kilomètres jusqu'à l'antenne au sommet. Qu'est-ce qui s'est passé là d'intéressant? Outre le fait que Vlasov a eu l'air d'avoir ça facile. De survoler le parcours. Ouais. Ben, en fait, je suis pas d'accord avec toi. Moi, l'an dernier, j'ai trouvé que c'était une course somnifère. J'ai trouvé ça d'un ennui épouvantable. C'était pas terrible. J'ai vu... on voyait Bardet de loin qui allait se faire ramasser par Herrada, qui effectivement a fini par gagner. Différence cette année, ça s'est mis à attaquer un peu plus bas. Et il restait pas que 2 coureurs en contention, ou en tout cas qui étaient possiblement vainqueurs de cette course-là. On a vu des choses intéressantes. Je sais pas ce que ça vaut comme course, en fait. C'est un show, c'est un gros show, puis je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Et dans ce cas-là, on en a eu un. On a vu Richie Porte dropper Quintana. Ouais. Ça, c'est sûr qu'il a dû festoyer ce soir-là. Le mec n'a jamais été capable de retourner chercher Vlasov. Puis moi, ça, j'aime quand même assez ça, ces scènes-là de montée là, où tu vois là, que l'élastique, là, ça se rapproche un peu. Puis là, ça arrive jamais à la fin. Là. Mais quand même, il a bien tenu le coup. Oui, vraiment. Puis certains coachs diront, quand tu souffres, dis-toi que les autres souffrent aussi. Oui. Là. C'est exactement ce qui se passe. Puis là, c'est des gains marginaux d'un coureur à l'autre qui vont finir par faire la différence. Ce Vlasov-là, il sort d'où exactement? Moi, je veux dire, je suis ça quand même assez sérieusement, là, le cyclisme, puis c'est un nom qui me disait absolument rien. Je suis allé regarder les statistiques, puis c'est sa feuille de route, tout ça, il n'y a pas grand-chose d'extrêmement impressionnant là-dedans, puis il n'est pas comme débarqué assez fort cette année pour qu'on le remarque. Là. Il est débarqué au top. Là, oui, à abattre certaines des plus grosses pointures du cyclisme. Là, ouais. En montée, écoute, honnêtement, là, j'ai aucune idée c'est qui. Je l'avais jamais remarqué nulle part, moi non plus. Fait que c'est un peu il y a eu une grosse séquence là, dans les courses qui ont suivi. Ouais, là, il a tiré fort là, pour... Sortir une course en début de saison quand toi tu piques là pendant que les autres se préparent pour le tour, peut-être que tu peux t'en sortir, mais là, il Lombardia, une semaine plus tard, il est dans le mix. Il est véritablement dans le mix. Encore là. Il fait aussi partie de mon angle mort. Je ne le connaissais pas. On va s'intéresser on n'a pas bien le choix de s'y intéresser parce qu'il s'arrange pour qu'on s'intéresse à lui.
Donc, cette course-là, le Mont Ventoux, qui effectivement s'est révélé, mais tout le monde gagne dans toutes les courses. C'est ça qui est assez spectaculaire. Il y a des équipes plus petites aussi, donc ça fait des courses beaucoup plus ouvertes, beaucoup moins contrôlées. Là, je pense qu'on était à 6 coureurs jusqu'à Lombardia, il était 7. En tout cas, donc des plus petites équipes, là, on voit plus des équipes de 8, 9 coureurs. Donc ça change pas mal la game aussi. Bon, à cette heure, Tour de Pologne, on jase. Première étape du Tour de Pologne, le premier gros scandale de la courte saison. Donc, faut-il le rappeler? Gros sprint. Raconte-nous donc ça, Charles. Qu'est-ce qui s'est passé? Sprint massif dans un faux plat descendant. Pour la petite histoire, on parle de 80 km/h à l'arrivée. Ça commence à rouler. Là. Les gars roulent avec des 55 à l'avant sur le gros plateau. Groenewegen qui est bien placé, qui va éventuellement remporter le sprint, ferme la porte vers la droite de la route où se trouve Fabio Jacobsen qui se deck dans les clôtures, au travers desquelles il passe avec une facilité déconcertante et il se ramasse tête première dans un mélange de blocs de béton et de rails de chemin de fer. Ouais. Très accueillant, une chute spectaculaire qu'on a vue et revue sur tout ce qui existe de médias cyclo. Dans à peu près tous les angles possibles. Exact. Ouais. Qui pose en fait 2 questions, à savoir puis en fait, quelle est la question importante? Est-ce que Groenewegen a effectivement fermé la porte? Je vous laisse y répondre. Est-ce que les mesures de sécurité étaient suffisantes pour un pareil sprint? Puis en fait, la 3e question, c'est est-ce que sprinter à 80 km/h... Dans un faux plat descendant. Dans un faux plat descendant, sur des bouts de carbone, puis essayer de contrôler un vélo à 80 km/h, c'est une game différente de 30 à 35, disons. Là. OK. On commence par quoi? On commence par Groenewegen. Est-ce qu'il était en faute là-dedans? Puis jusqu'à quel point? Parce que c'est un peu ça. Parce que là, il a été immolé sur l'autel là, du cyclisme professionnel là, après ce sprint-là. Moi, j'en ai entendu parler par des gens qui connaissaient moins ça, qui l'avaient vu un peu, qui m'avaient dit c'est scandaleux, etc. Ouais. Là, j'avais pas vu les images encore, je les ai vues, puis j'ai fait c'est un sprint. T'sais. Est-ce que c'était pur legit puis il est resté droit? Non. Non. Mais Cavendish faisait pire que ça 6 fois par mois il y a quelques années. Exact. Puis en fait, c'est les sprints qui sont en faute, là, ou la façon qu'on a de les policer en général, dans le sens où il y a faute, mais on la punit pas souvent. Exactement. On la punit à peu près jamais. Fait que les sprints ressemblent à ça. Il a fermé la porte, comme tu dis, qui est une expression courante chez les sprinteurs. En fait, il y a une faute de la part de Groenewegen si ça n'avait pas été aussi spectaculaire puis des blessures aussi graves à Jacobsen, dont on n'a pas le fin détail d'ailleurs à ce jour, là, plus d'une semaine plus tard. C'est sûr qu'il aurait été relégué. Il aurait pu continuer la course probablement, mais en dernière position, il n'aurait pas fait de points, son équipe non plus. Puis Jacobsen aurait probablement remporté le sprint à ce moment-là. Mais si on cherche, puis j'ai fait l'exercice sommairement, tous les grands sprinteurs ou tous les sprinteurs qu'on voit parce qu'ils remportent des courses, à un moment ou à un autre, ont fermé la porte sur un compétiteur. C'est arrivé 3 500 000 fois. Ça ramène à ta question. Est-ce qu'on police mal le sport? C'est peut-être ça là, le problème. Donc, si c'est tout le temps permis, pourquoi on attend la fois où il se passe un drame, c'est pour faire de quoi? Bon, ceci dit, à la fin, là, quand il ferme la porte, il l'écrase un peu, il fait pas juste se tasser, là, à un moment donné, il tasse le coude là, vers Jacobsen, puis il l'envoie valser dans le truc, mais en même ça aussi, frotter dans un sprint, c'est considéré comme étant normal. Ouais. Donc, puis, la nature même d'un accident aussi, c'est le côté imprévisible. Puis, t'as beau mettre des barrières, monter les barrières, changer la configuration des aires d'arrivée, etc. Il y aura toujours un risque inhérent à ça. Maintenant, oui, il y a probablement lieu d'améliorer la sécurité ou à tout le moins de revoir le profil des 500 derniers mètres, s'assurer que c'est pas en descendant, qu'il n'y a pas de virage trop sketch ou qu'il n'y a pas de mobilier urbain ou
juste le fil d'arrivée avec les caméras pour prendre les photos finish, ces affaires-là, les voies ferrées, les voitures, les commissaires, s'assurer que un coureur ne risquerait pas d'être projeté là, comme une poupée de chiffon puis frôler la mort parce que c'est carrément ça qui est arrivé. Là, puis la nature de ses blessures, le peu qu'on en sait, là, ça s'est passé au niveau, je pense, de sa mâchoire puis de des fractures multiples à la tête. C'est ça. Ouais. Semble-t-il qu'il va s'en remettre puis qu'il a des chances d'être capable de revenir au cyclisme un jour, mais je veux dire, c'est majeur. C'est des blessures majeures. Là. Il aurait pu y laisser sa peau. Là. Pour ce qui est de la sécurité, là, on a vu que les barrières ont éclaté d'un coup. Ça tenait avec des tie wraps, puis c'est pas une joke. Là. Normalement, c'est supposé d'être pas mal plus solide que ça. Il y aurait quand même moyen de dire, vous pouvez pas faire une arrivée à côté d'une traque de chemin de fer. De dire, vous devez la protéger. Oui, et d'autant plus que le Tour de Pologne n'en est pas à sa première édition. C'est pas la première arrivée au sprint à cet endroit précis. Non, ils aiment ça, cette arrivée-là, qui est très, très rapide. Là. Les coureurs s'en plaignent d'une année à l'autre. Dès l'accident, sur Twitter, on s'est mis à voir des anciens coureurs ou des coureurs actuels qui n'étaient pas sur la course dire cette arrivée-là, les petits gars, là, est dangereuse. Regardez ce qui vient de se passer. Là. Hate to say I told you so. Ouais, c'est ça. Donc, Groenewegen, on s'entend un peu là-dessus. Je pensais qu'on allait s'ostiner plus, mais je suis quasiment déçu. Mais tu sais, il y a faute. Mais c'est pas le cœur de la patente. Mais ouais, puis il y a faute, mais comme tu disais, Emmanuel, ça reste que c'est un accident quand même s'il y a faute, puis la gravité de tout ça, c'est pas volontaire. C'est pas comme s'il avait sauté dessus avec une pioche, c'est pas... Donc, mais quand même, début de Tour de Pologne dramatique, où là, on change l'histoire, mais l'histoire du Tour de Pologne, c'est un certain Remco Evenepoel qui anéantit la compétition à ce moment-là et remporte le classement général après avoir gagné le classement général à Burgos donc, et quelques autres courses. Là, donc déjà, là, il annonçait une saison extraordinaire. Dont dans les bosses. Oui. Qu'on ne le savait pas nécessairement capable de... On s'en doutait, mais on n'avait jamais vu véritablement. Là, peut-être sauf à San Juan l'année passée où il s'était manifesté un peu. Mais dans un certain championnat du monde junior où il avait gagné après s'être crashé puis qu'il avait remonté tout le monde aussi c'était en Autriche, ça, où il y avait énormément de grimpes. Là, donc... il est capable. Oui, vraiment. C'est pas un gros problème. Puis, c'est pas pour rien que ça fait déjà quelques années qu'on entend des gens le comparer, même le nommer comme le prochain cannibale. Ou, Eddie Merckx, numéro 2. C'est un gros titre à porter, peut-être, là, aussi jeune dans une carrière avec aucun grand tour dans les jambes encore, mais c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Pareil. Bon, on va faire fast-forward dans le temps parce qu'on sait ce qui s'est passé en fait semaine dernière. Donc, chute. Puis là, c'est déjà... Puis on va revenir là-dessus, là, mais il y a à peu près 75 coureurs de tomber là, au combat là, en 2 semaines. Là, ça, on en reparlera. Mais donc, Remco Evenepoel à El Lombardia, donc autour de Lombardie, en fait, semaine dernière, chute encore là spectaculaire en bas d'un pont, donc qu'on a pu revoir à de très nombreuses reprises. Ça a jeté un froid assez extraordinaire sur la diffusion de la course à ce moment-là. On attendait de savoir ce qui s'était passé avec lui. Il était là encore, tu sais, on parlait des boss, là. Il était encore là, donc vraiment. Il chassait, il était très, très fort. Donc, et puis, son vélo a percuté là, le pont, il est tombé en bas du pont. Le pelvis fracturé maintenant, donc sa saison... c'est annoncé, fin de saison pour lui. Donc, fin de saison pour Remco Evenepoel, mais coureur extraordinaire, il y a 20 ans, donc ça va se réparer vite, puis il va revenir très, très fort sans aucun doute, mais... On reviendra sur El Lombardia, mais c'est une fin de saison là, quand même assez dramatique et violente. Une fin de saison? Un début de saison? Pour lui? Pour lui, c'est sa fin de saison. Ouais. J'avais un prof à l'université qui, dans le premier cours, nous disait la fin de session est proche. C'est un peu ça qui est en train de se passer avec le cyclisme. Hey, ça, c'est déprimant quand le prof t'a dit ça. Premier cours. Premier cours. Vous n'êtes pas dans le chenoute, la fin de saison, la fin de la session est proche. Après le Tour de Pologne, il y a eu le Tour de l'Inde, dont on parle jamais d'habitude ou presque. Mais là, on en parle parce que c'est peut-être un moment décisif dans la saison, celui où on a vu Jumbo-Visma venir jouer sur le terrain de Ineos, dire « Salut, on vient asseoir notre
je veux pas dire notre domination, là, mais notre puissance collective là, face à l'équipe Ineos. Est-ce que de ce qu'on a vu là, jusqu'à maintenant, on a un choc des titans en prévision pour le Tour de France, ou si Ineos va faire patate, ou si au contraire, ils sont juste en train de... Là, tous les guests sont bons, et là, c'est le moment 110%. Là. Sortez les chamois, on clean la boule de cristal. Ouais. Ceci étant dit, Jumbo-Visma sont forts. Là, et comme équipe, là, ils ont montré là, qu'ils étaient capables de... Oui, puis Ineos aussi, là, malgré qu'on les a vus là, peut-être en perte de vitesse un peu là, dans au Critérium du Dauphiné. Au Critérium du Dauphiné, là, quelques petits pépins comme ça, mais ça demeure deux équipes extrêmement puissantes, puis ça serait super de les voir au plus haut niveau, les deux, puis en fait, coltailler sur le Tour. Là. Ineos en perte de vitesse, oui et non, jusqu'à la sortie précoce de Bernal. Thomas et Froome travaillaient pour lui. Ça fait que c'est sûr que ça les plaçait plus loin dans le classement. Bernal finit par sortir. Ça fait que... Mais oui, là, il y a clairement... Je trouve que chez Jumbo-Visma, j'ai déjà dit ça, puis donc je me répète, mais je trouve qu'ils ont l'air d'avoir du fun. On a le goût de les aimer. Ouais. Et c'est plus ça, moi, je trouve. J'ai le goût, Sepkus, j'ai le goût d'aller prendre une bière avec. Même Primož Roglič, il a l'air gêné, mais il a l'air fin. Ouais, ça n'a pas l'air d'un enfoiré total. Non, là. c'est pas l'aura d'Empire du Mal de Ineos il faisait des jokes puis il appelait l'autobus de Ineos. Dans le temps que c'était Sky, il appelait ça le Death Star. Là, puis, donc, c'est pas ce côté très, très froid-là, distant... qu'il y a chez Ineos. Des profils de coureurs plus différents aussi, peut-être chez Jumbo, là, avec Van Aert, puis Tony Martin. Puis, c'est des, ils ont un spectre de talents peut-être plus large. Oui, puis avec des talents un peu comme Ineos, là, des Tom Dumoulin, des Primož Roglič qui sont des bons contre-la-montreur, très forts aussi en montée. Par contre, on a vu Roglič très, 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 très fort, dominant, incroyable, là, faire la leçon à tout le monde depuis le début de la saison. Il est vraiment... Bernal inclus. Oui, Bernal inclus. Donc, c'est assez spectaculaire. Puis il y a des pions qui se sont placés chez Jumbo-Visma aussi. Kruijswijk, à moins que je me trompe puis que j'aie mal compris ce qu'ils sont en train de faire, n'est plus un leader dans l'équipe. C'est son rôle, là, c'est un super domestique, comme... Thomas l'a été avec Froome, comme Froome l'a été avec Wiggins. Ça prend une personne comme ça puis qui a de l'expérience de course. Rajoute Sepkus qui vient de gagner, qui vient tout juste de gagner une étape qui est spectaculaire à regarder rouler. Incroyable. Là, comme capitaine là, en montagne, là, qui est là en avant tout le long, il drive ça là, comme un enragé, vraiment superbement. Chose que fait un Sivakov là, chez Ineos. Exactement. Donc, on a vu ça sur le Tour de l'Ain. Et puis, il y a eu un truc qui s'appelle Milan-San Remo. Donc, la Primavera transformée, qui se tient en plein milieu de l'été. La partie sur la côte, donc les capis qui ont été éliminés en bonne partie là, parce que les maires des villes qui sont sur la Riviera italienne ne voulaient pas qu'on bloque les routes en temps de vacances, parce que même s'il y a peu de touristes, il y a quand même des touristes italiens, des gens qui viennent là. Et donc, la course passait plus par l'intérieur des terres à ce moment-là, mais on a gardé les épreuves principales qui sont la Cipressa à la fin et évidemment le Poggio. Milan-San Remo, la course la plus plate pendant 285 km, mais la plus excitante pendant 15 km. C'est à peu près ça. Hein? Un bon résumé. ce que Cavendish disait, puis en fait, il faudra que je valide que c'est bel et bien lui qui disait ça. Il dit c'est la course la plus facile à terminer, mais la plus difficile à gagner. Ouais. Ça va dans le sens de ton 2,85-20. Ouais, exact. Et qui s'est terminé un peu comme Milan-San Remo finit depuis quelques années, il me semble. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu un sprint massif sur le finish de Milan-San Remo, à moins que je me trompe, là, mais il me semble que des sprints à 2, 3, 4, oui, mais... À 20-25, là, ça fait un petit bout de ça fait assez longtemps. Des Sagan, Kwiatkowski, Alaphilippe, ce genre de setup-là. Ça, c'est il y a 3-4 ans. Ouais, exactement. Donc, là, cette fois-ci,
un certain Wout van Aert qui est allé rattraper Julien Alaphilippe dans la descente du Poggio après une attaque d'Alaphilippe là, très efficace dans la montée. Et là, ils ont tenu en avant. J'ai texté Charles après, j'ai dit « Wow, Van Aert l'a pas volé. Van Aert s'installe en avant, il drive ça tout seul. Là, puis Alaphilippe le laisse faire, puis il s'installe derrière, prêt à le sauter au sprint. » Et non. Mais non, finalement. On ne sait pas si c'est l'effet du cyclocross là, qui leur donne ce genre de capacité-là. On a vu Van der Poel l'année passée là, tirer tout le monde quasiment jusqu'à la ligne, puis les dépasser, puis ne jamais faiblir. Puis là, Van Aert a fait à peu près le même travail. Il est allé le chercher dans la descente, sur le plat, il a fait son travail en avant, puis il a fait un long sprint. Ah ouais, vraiment. Il faiblissait pas. Là. Je sais pas, je me plais à dire ou à penser qu'effectivement, c'est lié au cyclocross. Les deux, là, Van der Poel, Van Aert, mais avant eux, Stibor était capable de faire le même, de produire le même type d'effort. Mais c'était très spectaculaire, un très beau final encore une fois. Puis Michael Matthews qui a gagné le sprint derrière, donc Peter Sagan qui a encore fini 4e à Milan-San Remo. Donc cette classique, c'est monument qui l'élude. Donc et par la suite, bon, on va continuer parce qu'il y en a tellement. Là, je vous rappelle que ça, on passe là, on fait la liste d'épiceries des 2 dernières semaines. Grande Piemonte, qui est une nouvelle course, qui a été remportée par un certain George Bennett, encore une fois Jumbo-Visma, qui obtient une autre très belle victoire en Bennett qui a sprinté à la fin, vraiment belle fin de course. Puis, on arrive à ce qui s'est passé dans les derniers 5-6 jours, parce qu'on enregistre ceci le lundi. On est quelle date aujourd'hui? Le 17. Lundi 17 août. Donc, le Dauphiné et Lombardia. Commençons par le Dauphiné, remporté par Daniel Martinez de EF Education First. Il s'est passé tellement d'affaires dans ce Dauphiné-là. Honnêtement, je sais pas trop par où commencer. Là. C'est d'abord une course qui a été raccourcie, je pense, par rapport aux autres années. C'était pas une course sur 7 ou 8 jours ou comme 8 étapes sur 7 jours. 8 jours, puis ça a été 5 cette année. C'est ça, hein? Ça partait en côte, puis ça continue en côte, puis ça finissait en côte. que de la côte. Pas contre la montre, pas d'épreuve de plat, c'est juste de la côte. Là. Ça a été incroyable. Avec des problèmes encore là aussi de sécurité. Donc, on a vu dans l'avant-dernière étape là, énormément de chutes, une descente dont les coureurs ont dit qu'elle était très dangereuse. On a eu droit même à une manif, là, donc à une partie contrôlée là, par les coureurs là, qui ont manifesté leur désaccord par rapport à la qualité là, du parcours. Mais somme toute, l'histoire de cette course-là, moi, j'ai envie de dire, c'est la Funky Family, là. C'est les Français, là, qui se sont un peu aidés. On a vu ça, là, les Warren Barguil, Alaphilippe, Thibaut Pinot, qui sont... Guillaume Martin, Bardet. Qui sont dans autant d'équipes différentes, mais qu'on a vu, on peut dire, non officiellement collaborer sur la fin. Ça, c'était quand même assez drôle et intéressant. Est-ce que c'est parce que le Dauphiné, c'est la préparation officielle pour le Tour, est-ce que c'est un signe des choses à venir? Ça sera intéressant de le voir. Les Français s'allieraient pour une victoire française plutôt qu'une victoire d'équipe. Ça nous rappelle comme le Tour de l'ancien temps quand ça se faisait par équipe nationale. Donc, c'est une année très particulière pour le cyclisme, puis le Critérium était très particulier lui-même, là, avec des abandons de plusieurs têtes d'affiche. Puis, Bernal, Roglic, qui était le meneur à ce moment-là. Donc, vraiment beaucoup de monde. Et on s'attendait... Avec l'abandon de Roglic le dernier jour, on pensait que Pinot allait tout ça dans la poche, c'était réglé. Et non, notre Moto Martinez débarque de nulle part, attaque comme un forcené, finit par gagner le 30 secondes dont il avait besoin pour passer Pinot à l'arrivée. Et la bulle Twito française explose à ce moment-là de rage et de désespoir ensuite. Toutes les phases du deuil... ils sont passés. Je souhaite absolument pas de mal aux coureurs français, mais j'aime quand même ça, voir justement la planète Twitter française là, s'arracher les cheveux puis se confondre en explications puis en histoire de... mais imagine, tu sais, t'es un pays qui pendant des décennies là, dominait le sport. T'as la course la plus prestigieuse au monde qui se passe chez vous. Puis ça fait
depuis les années 80, que c'est quoi, 83, 85, là, Bernard Hinault, la dernière fois, que tu n'as pas eu un gagnant français de ta course. Puis là, puis t'as des coureurs forts, là, il se passe tout le temps quelque chose. L'abandon de Pinot autour l'année dernière, il y a tout le temps de quoi, là. Puis ça passe tout le temps proche, mais non. Deuxième marche, troisième marche, c'est pas à dire. Oui, exact. Puis, tu sais, je pense que Pinot demeure celui qui est le mieux placé pour la prochaine édition, là, surtout avec Bardet qui annonce qu'il quitte AG2R, qui s'en va chez Sunweb l'année prochaine, avec la valse des coureurs entre les équipes françaises, les coureurs français entre les équipes françaises. Et l'équipe française la plus forte est aussi Groupama FDJ. Là, il n'y a pas de... Parce qu'il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Au-delà de ça, Thibaut Pinot, il est fort. Là, oui, vraiment. Il y a eu un beau critérium du Dauphiné. Ouais. Là. Est-ce que c'est stratégiquement qu'il s'est fait avoir ou c'est tout le temps difficile à dire? Oui, en entrevue après la jambe, dernière étape, il disait « j'avais tout simplement pas les jambes pour suivre ». Est-ce que c'est la version française cycliste d'une blessure au haut du corps? Je l'ai jambonné, mais je le dirai pas trop. C'est ça. Là. Je sais pas. Mais imagine Guillaume Martin qui irait rejoindre Thibaut Pinot dans cette équipe-là, ça pourrait faire des étincelles. Ouais, parce qu'il a fait une belle performance. Là, Guillaume Martin finit troisième. C'est ça, hein, exact. Puis, tu sais, à une poignée de secondes de la tête. Un autre coureur, pas un Français cette fois-ci, Pogacar, qui continue d'être le one-man show dans son équipe, a été encore une fois spectaculaire. Puis il est obligé de se débrouiller tout seul. Tu sais, quand on parlait au début de Froome qui devait peut-être changer d'équipe, je disais, j'aimerais ça le voir s'en aller du côté de UAE, justement, pour travailler avec Pogacar. C'est évidemment pas arrivé, là, mais c'est tout un phénomène. On dirait qu'il passe presque un peu sous le radar, tellement il y en a des phénomènes en ce moment dans le cyclisme de moins de 23-24 ans, mettons. Là. Ouais, il brille dans des courses un peu moins... où le spotlight est un peu moins là, genre la Vuelta, ou des moments comme ça où l'attention médiatique est peut-être moins forte ou présente. Oui, où les autres équipes se concentrent dans l'ordre sur le Tour, le Giro, la Vuelta vient en dernier, ça fait qu'il peut exprimer tout son talent à ce moment-là. Possible, mais effectivement, lui était tout à fait là. Et donc, un très grand coureur qui va probablement avoir la chance de briller quand on va la lui donner, effectivement. Puis, moi, je suis le Dauphiné toujours un peu distraitement chaque année, sans grande attention, parce que, bon, c'est la préparation du Tour, puis j'ai tout le temps l'impression que ça veut rien dire, le Dauphiné, tu sais, puis... Encore cette année, je le sais pas comment lire cette course-là. T'sais. Est-ce que c'est une course préparatoire ou est-ce que les résultats qu'on voit là sont garants de ce qu'on va voir par la suite sur le Tour? La réponse est... Dans 2 semaines? Parce que c'est une année tellement particulière. On le sait pas, sont arrivés dans quel niveau de forme physique. Ouais. On a vu Bernal, son retrait, c'est vraiment son dos ou c'est ses jambes ou c'est sa tête ou c'est stratégique? On le sait pas trop. Roglic, j'ai pas vu sa plonge. Est-ce qu'il s'est vraiment fait si mal que ça? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'ils ont décidé de jouer safe? C'est comme si le Dauphiné, cette année, avait pas le même prestige que les autres années, dans le sens où c'était pas aussi important d'accrocher le maillot en question, d'y aller, de se mettre en jambe, de se tester, oui. Mais après ça, on abandonne puis on se retire dans nos quartiers pour aller faire les dernières touches là, à la préparation, peut-être. Ça m'amène une question. Est-ce que gagner une course cette année qui est modifiée, qui a moins d'étapes ou que, mettons, je donne un exemple, Milan-San Remo, c'est pas le même parcours que d'habitude. Bon, ça change pas grand-chose, là, mais est-ce que ça a la même valeur gagner une course de 2020 que de 2019 ou de 2025? Bon, je sais pas de quoi ça a l'air en 2025, mais de 1996, là, selon vous, ou s'il y a des courses qui ont une valeur diminuée, puis sur un palmarès, ça vaut pas autant, puis on va dire, non, ça... J'ai pas suivi toutes les courses, mais ce que j'ai vu pour moi, c'est le terrain de jeu est le même pour tout le monde. C'est encore le plus fort qui gagne ou le plus fin stratège
J'aurais tendance à répondre oui à ta question. Ça a la même valeur. Je pense pas qu'il y aura d'astérix là, dans Wikipédia sur le bord des victoires de 2020. Là. Une course, c'est une course. Peut-être, mais pour d'autres raisons. raisons. Ça va dépendre. On le saura éventuellement. Dans 5 ans. Ouais, quand ils sortiront l'échantillon B du congélateur de tout le monde. On finit ça avec le Lombardia. Donc, une semaine après Milan-San Remo, qui est la course du printemps, on avait la course qui est normalement conclut la saison et qui se termine généralement au McDonald's de l'aéroport le plus proche, où tous les coureurs affamés après une saison à rien manger s'en vont se bourrer la face. Il y avait d'ailleurs quelqu'un qui disait que normalement le party Milan-San Remo finit à 4h30 du matin. Pas Milan-San Remo, mais Lombardia finit à 4h30 du matin, puis là, ça a fini à 4h30 de l'après-midi ou presque. Donc, gagné par Jakob Fuglsang après le crash dont on a parlé tantôt de Remco Evenepoel, qui a un peu terni, évidemment, même beaucoup terni là, l'événement lui-même. Sinon, ça s'est un peu fait comme dans les dernières années. Donc, la même montée où un groupe se détache, puis là, après ça, ce groupe-là se délite en petits groupes qui se courent un peu après. Moi, j'adore cette course-là. J'adore les derniers 30-40 kilomètres de cette course-là. Les descentes de fou. Même, tu sais, bon, on a vu, il y a un événement tragique, là, mais des descentes de fou avec des Nibali dans la game qui sont là pour driver la descente comme des enragés, puis des belles montées. En tout cas, encore une fois, une super belle édition, outre le drame. Là. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Là. Ben, moi, j'avais hâte de voir. Il Lombardia, comme tu dis, c'est une course du mois d'octobre habituellement. Ouais. Puis j'ai eu le feeling qu'on l'aime peut-être plus qu'on devrait parce que c'est la fin de saison puis qu'on se dit, OK, on donne un dernier coup, celle-là va être spéciale. Et non, pourtant, là, c'est en début de saison mêlé à plein d'autres. Puis c'est une super course. Et il y a eu des attaques qui ont fusé de partout. Et je pense que fusé est le bon terme dans ce cas-ci. Intéressant de voir comment Fuglsang a pris en charge sa victoire du moment, de peut-être du 30e kilomètre à l'arrivée, où dans une des bosses, avec 50 coups de pédale, il a sorti l'équipe Trek Segafredo. Qui était 3. Qui était 3 sur 6. Et pas les moindres. Là. Ciccone, c'est un grimpeur. Nibali, on le connaît. Puis Mollema. Le gagnant de l'année dernière. Voilà. Ouais. Il a tout réglé ça, lui, en peu de temps, en amenant avec lui George Bennett, qui aurait été un bon client pour la victoire aussi. Moi, là. je voulais qu'il gagne. Il est fort, Fuglsang, là. Il est vraiment fort, mais j'ai de la misère à l'aimer. Puis George Bennett, je l'aime. Comme le reste de Jumbo Visma, ce qu'on disait tantôt, là, le sympathique néo-zélandais là, dont on a le goût, qui lui arrive du bien. Mais là, dans les dernières montées... ça le faisait plus. Non, et on a vu Fuglsang partir, puis ça avait l'air même pas si tough que ça. Il a laissé Bennett derrière lui. J'ai un blanc total de la course du monument que Fuglsang a gagné l'année dernière. Puis il l'a fait un peu de la même façon, c'est-à-dire à l'arraché. C'est un coureur plus pesant que Bennett. Et tu sais, c'est pas un terrain si naturel que ça pour lui, et pourtant, il est toujours très, très, très performant dans du terrain comme ça, un peu à la Van Aert sur Milan-San Remo, là. Survit de très belle façon, même de façon magistrale dans les bosses à des attaques. Tu sais, si Bennett place une attaque à la Philippe, est-ce que Fuglsang est capable de revenir dessus? Ouais, puis regarde les autres coureurs qui sont là, c'est presque tous des purs grimpeurs à la fin qui sont là, donc les Trek qui sont là, c'est tous des grimpeurs. Donc Vlasov. On en parlait tantôt. T'as Bennett. Ouais. Donc, et lui, le coureur de classique, plus massif, musculeux, évidemment. Encore une fois, la twittosphère s'est enflammée. On l'a accusé de tous les maux, de dopage, etc. La réponse, c'est on le sait pas. Ouais. Fait que c'est ça. Mais Puis on revient à Vlasov, il a fait du gros travail lui aussi. Ouais. Là, c'est vrai qu'il est un coéquipier de Fuglsang. Van der Poel qui a chassé, puis on y a cru à un moment donné. Je ne sais pas si c'était parce que le temps à l'écran était pas le bon, mais il est revenu là, à une dizaine de secondes, 10-15 secondes, je pense. Ouais. Habituellement, 10 secondes de retard, même sur le terrain le plus difficile pour Van der Poel, c'est réglé. Là. On sait que c'est canné. C'est peut-être une erreur de GPS, là, mais en tout cas, on avait l'impression qu'il était proche de recoller. Là.
Il n'est pas revenu. Puis regarde, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai l'impression, tu sais, la touche magique que Sagan a déjà eue, que Gilbert a eue, que Remco, que Van Aert a en ce moment, qui finit par s'étioler un peu avec le temps. Est-ce que c'est ce qui est en train d'arriver? Ben, mais bon, des fois, tu sais, ça part, ça vient, là, dans le sens où quand on a un talent tu sais, tu parlais de Gilbert tantôt, sa touche magique, à part, elle vient quand même assez souvent. Oui, là, oui. C'est comme peut-être l'exception. 15 ans, là, ouais, c'est ça qui est touché par la grâce. Mais tu sais, c'est ça. Il y en a que ça va, ça vient. Mais effectivement, Van der Poel, cette année, on sent qu'il est comme une petite coche. Où il est pas là. Il est juste pas rendu là dans son entraînement de l'année. Qui peut être une explication, parce que c'est un calendrier qui a été perturbé là, quand même passablement. Là, lui, il s'enlignait sur un été olympique là, en cross-country. Ça a changé bien des choses dans sa vie, là, j'imagine, de reprendre le collier de la route. Puis Sûrement. C'est vrai. Bon là, on s'arrête là parce qu'évidemment, bon, c'est ce qui s'est passé en fin de semaine. Le Tour de France est dans 2 semaines. On va avoir des émissions préparatoires pour le Tour, pour vous. Mais il faudrait parler du cyclisme féminin. Malheureusement, on va expédier ça un peu rapidement. En 3 mots, Annemiek van Vleuten. Donc, la coureuse néerlandaise qui a gagné toutes les courses auxquelles elle a participé jusqu'à maintenant. Et pas de manière là, timide. Là. Donc, on part un peu à la Evenepoel, justement. Là, donc, on part à 25, 30, 40 km de l'arrivée, puis on s'en va tout seul, puis on finit ça en solitaire. Vissé à la pédale, tout le temps de belle façon. Ou comme elle a fait à Strade Bianche, où elle s'est comme réveillée à 40 km de l'arrivée, puis elle dit « J'ai 5 minutes à combler avec la fille qui est en avant. » Puis mis le gaz au fond, puis... Donc, coureuse spectaculaire comme ça, aussi performante que ça, c'est en même temps beau à voir et ça fait en même temps des courses un peu plates. Puis c'est ce qu'on disait un peu l'année dernière avec elle aussi. Donc, elle dominait déjà vraiment outrageusement le reste du peloton féminin. Est-ce qu'on va avoir droit encore à la même chose cette année? Ben, on a un peu l'impression que oui. Oui, puis en fait, un accélérateur de ce que tu constates, c'est le fait qu'il y a relativement peu de courses. Oui, exact. Van Vleuten a fait 5 courses. Là. Je vais dire 5, c'est peut-être 4 ou 5. 4 ou 5 là. Mais il y a peu de courses. Elle va se présenter à toutes les courses. À un moment donné, s'il y a des choix à droite, à gauche, ben ça permet à d'autres cyclistes d'avoir le goût du sang dans la bouche un peu aussi, puis d'aller chercher des victoires, aller chercher des points, aller chercher de la confiance. Mais c'est cette année... Si tu prépares ton Giro Femminile, par exemple, ben là, tu vas peut-être skipper une coupe de classiques ou de choses comme ça pour pouvoir te préparer, faire de la bosse, puis tout ça. Là, c'est pas le cas, comme tu dis, cette année. Donc, il y a quand même pas mal de belles courses de femmes dont on vous parlera. On espère que ça va être un peu plus dynamique et varié là, que ce que c'est en ce moment. Mais là, c'est ça. Tout ça se passe de manière tellement condensée que jusqu'à maintenant, c'est ce qui s'est produit. Donc, si vous étiez en dessous d'une roche puis vous avez pas suivi ça, voici ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines. Peut-être terminer avec une chose, puis on en a beaucoup parlé, mais le nombre de chutes au total dans toutes les courses, vraiment spectaculaire. Là, on a l'impression que presque tous les coureurs majeurs sont tombés, qu'il y a eu toutes sortes de choses. Donc, est-ce qu'il y a une frénésie dans le peloton aussi, tu sais, où il se passe quelque chose? Est-ce que c'est les organisations qui sont un peu plus garage que d'habitude, un peu moins bien patenté, les détails sont un peu moins bien fignolés. C'est difficile à dire pour l'instant, mais il y en a énormément. Là, puis au point où, un matin, je faisais le décompte, puis je me dis, vas-tu rester du monde debout à la fin de cette saison-là? Combien d'autres Remco vont tomber d'ici au Tour, au Giro? Le cyclisme, en général, une année typique, là, c'est organisé d'une assez bonne façon, dans le sens où il y a comme un crescendo de fin d'hiver avec, le Tour d'Australie, mais après ça, il y a les courses par étapes là, dans le désert, au Moyen-Orient. Après ça, il y a les classiques belges, peut-être un petit peu moins importantes, puis on rentre dans les monuments. Il y a comme un crescendo où on dirait que le peloton s'installe dans le confort, puis
de se côtoyer, de frotter un peu, puis tout ça. On dirait que cette année, là, ça a été comme interrompu. Puis là, ça a recommencé, puis c'est 2 monuments back-to-back en une semaine, les courses par étapes, des équipes un petit peu moins nombreuses. Tu sais, il y a comme beaucoup de confusion. C'est peut-être ça qui explique la nervosité qu'on voit aussi. Là, non, ce que tu dis aussi, c'est qu'ils sont pas habitués encore. Ils sont peut-être pas habitués, ou en tout cas, il y a eu comme une rupture, une coupure, puis là, paf, ça recommence avec des monuments extrêmement prestigieux, des courses qu'il faut que tu gagnes. C'est le Dauphiné. Ça fait 2 semaines que la saison est recommencée. C'est le Dauphiné. On parle du Tour de France. Tu sais, il y a comme peut-être une excitation là, une tension plus grande qu'à l'habitude. Ouais, c'est une explication quand même intéressante. Ouais. Peut-être que ce qui n'avait pas été un élément si important depuis le changement, d'avoir moins de coureurs par équipe, vient peut-être contribuer à ce que ce soit pas si pire que ça, là, ou que ce soit pas pire que c'est en ce moment. L'affaire, c'est qu'on est en pleine saison des transferts aussi. Il y en a un paquet qui veulent se faire voir pour être signés dans l'avenir, puis tandis qu'habituellement, on a déjà 3-4 mois de saison dans les jambes là, à ce temps-ci de l'année. Là. Fait que là, il y en a un paquet qui veulent peut-être être en avant pour se faire voir, puis... Ouais, puis des plus petites équipes, par contre, plus de chaos aussi, moins de trucs organisés, donc plus de possibilités. C'est vraiment, puis ça a son côté très intéressant, là, c'est-à-dire les courses sont imprévisibles en ce moment, donc c'est vraiment difficile de dire c'est machin qui va gagner. C'est imprévisible de dire lequel des Jumbo-Visma va gagner. Ouais, il y a ça. Mais même à ça, il se passe des trucs quand même assez spectaculaires qu'on voit pas venir. Donc, mais ça vient justement avec son lot là, de choses qui peuvent se tramer comme ça. Merci, messieurs, d'avoir été là aujourd'hui pour parler de ces courses-là. Je sais pas pour vous, là, mais puis pour tous les amateurs, là, puis on en parlait avec vous toutes et tous qui nous écoutez et qui nous suivez sur les réseaux sociaux. On se demande comment est-ce qu'on va faire pour travailler et pour rouler encore là, pour les prochaines semaines. Déjà qu'on sait pas trop comment on fait. Salutations à Audrey Lemieux et à Randy Ferguson qui font maintenant de l'animation en français sur FlowBikes. Ouais. Fait que si vous êtes abonné à l'application qui permet de regarder la plupart des courses cyclistes, vous avez la possibilité d'écouter le commentaire en français avec eux. C'est quand même cool là, que FlowBike, qui offre le service au Canada, ait décidé justement d'engager des animateurs francophones. On les salue, puis on est très content que ça se passe comme ça. Merci d'avoir été à l'écoute. Encore une fois, on vous revient avec nos épisodes préparatoires pour le Tour de France, histoire que vous embarquiez dans la course comme nous, là, avec l'aide de nos pros d'analystes là, qui vont venir nous parler justement du Tour. Gabriel Bourdage est à la technique comme d'habitude. Vous pouvez nous suivre comme d'habitude sur toutes les plateformes de podcast que vous utilisez. Et évidemment, vous pouvez toujours nous faire un don si vous aimez Radio Bidon. On a un secret, là. On a des produits qui s'en viennent. Vous allez pouvoir maintenant acheter des produits Radio Bidon. Très, très bientôt, ça s'en vient. Je mets de la pression à Emmanuel qui s'occupe de monter le site en mettant ça directement dans l'épisode, mais ça s'en vient. Donc, la demande va être là. Manu, va falloir qu'on se mette sur le site. Promis, je fais ça cette semaine. On n'a rien que ça à faire. Fait que, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute encore une fois. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux. Comme je le disais tantôt, si vous venez sur la plateforme de SoundCloud, vous pouvez faire un don à Radio Bidon. Tous les profits vont à l'achat du micro qui est brisé, donc que j'ai acheté pour le remplacer. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.